Bonjour Sébastien, alors avez-vous pu gérer vos émotions de la dernière fois ? Bonjour Mélodie, et oui, j'ai réussi à ne pas réagir avec une hypersensibilité, c'est-à-dire que j'ai eu une émotion adaptée au contexte. Donc, par exemple, je n'ai pas été en colère au lieu d'être inquiet, et mon émotion était aussi adaptée sur son intensité, ni trop forte, ni trop faible. D'ailleurs, j'en ai fait une sorte de mantra, du genre « j'ai la capacité à ressentir la bonne émotion avec la bonne intensité ». Mantra que je me répète en boucle, comme ça, espérant que ça marche. Ah, vous voulez dire que vous tentez de pratiquer la prophétie auto-réalisatrice en espérant que ça fonctionne ? Oui, c'est à peu près ça. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion quand c'est positif et Golem quand c'est négatif. Vous savez, il y a eu de nombreuses études en psychologie sociale qui ont été réalisées sur le sujet, en donnant par exemple des grenouilles à disséquer à des étudiants. À un groupe, on leur disait qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant dans ces grenouilles, et les étudiants n'ont effectivement rien trouvé de particulièrement intéressant. À l'autre groupe, on leur a donné des grenouilles en leur disant que celles-ci détenaient des caractéristiques particulières, et les étudiants ont effectivement trouvé des éléments très intéressants. Or, on leur avait donné les mêmes grenouilles, mais pas le même message. Ça signifie que le discours que l'on porte sur les choses, sur les situations, sur les actions à venir peut influencer ce que les gens vont penser ou faire, malgré l'objectivité des faits devant eux. Ben oui, exactement, c'est ça. Une autre expérience a demandé à un groupe de garçons et de filles de dessiner des figures géométriques et on a noté que les garçons ont nettement mieux réussi que les filles à reproduire ces figures géométriques. Et puis on a demandé à un autre groupe de garçons et de filles de faire des dessins précis et là, ce sont les filles qui ont nettement mieux réussi les dessins que les garçons. Est-ce que ça signifie que les garçons sont meilleurs en géométrie et les filles meilleures en dessin ? Que les garçons sont peut-être plus logiques et les filles plus artistes ? Eh bien, on pourrait le croire en effet et en tirer des conclusions hâtives sur la qualité inhérente au fait d'être un garçon ou d'être une fille. Mais ça serait oublier qu'en réalité, on a donné les mêmes choses à dessiner à tous les groupes et que c'est seulement le contenu du discours qui a présenté la tâche qui a été changé. D'un côté, on a demandé de faire de la géométrie et de l'autre, on a demandé aux élèves de faire du dessin. Ainsi, les productions à réaliser étaient les mêmes et seul le discours tenu dans la consigne était différent. Cela indique que la consigne, avec ce qu'elle a d'implicite dans nos représentations sociales et de genre, d'une supposée maîtrise d'une discipline selon les sexes, eh bien ce discours a activé des représentations sociales fausses sur les capacités ou l'incapacité selon les sexes. Et les participants au test ont suivi ces représentations fausses qui les rendaient capables ou incapables de réaliser soit des figures géométriques, soit des dessins, alors qu'il s'agissait des mêmes tâches graphiques. Comme quoi on peut provoquer chez les gens des situations qui sont contraires à leurs capacités, juste parce qu'on les a mis dans des cases limitantes, au lieu de les mettre dans des cases qui les développeraient. Oui. D'ailleurs, ça me fait penser un peu à notre situation économique actuelle. Vous savez, on parle de pénurie dans plein de domaines de l'industrie. Eh bien, j'étais mi-janvier en Charente-Maritime en visite d'un vigneron qui produit du vin blanc, du vin rouge et du cognac, évidemment. C'est un sujet qui m'intéresse car j'ai moi-même une petite vigne avec ma compagne et nous faisons nous-mêmes notre vin. Avec ce vigneron, on a donc parlé taille de la vigne, cépage, fermentation alcoolique. Il m'a fait goûter ses vins, dont celui qui sert à faire le cognac, donc un vin blanc avant qu'il ne soit distillé puis vieilli en fût. C'était très bon tout ça. Et nous en sommes venus à parler de situation et de la situation économique actuelle en lien avec le Covid. Et qu'est-ce que ce vigneron vous a-t-il dit alors ? Eh bien, il a parlé des problèmes d'approvisionnement en bouteilles pour faire ses mises en bouteille de ses vins et de ses alcools. Et des problèmes pour avoir des étiquettes à coller sur les bouteilles, mais aussi pour avoir des poteaux métalliques que l'on met dans les vignes. Et ce qu'il m'a expliqué, c'est que les fabricants ont fermé leurs usines au premier confinement en bénéficiant des aides de l'État pour le chômage. Sauf que les vignerons, eux, eh bien, évidemment, ils n'ont pas pu fermer les vignes. Oui, le raisin a continué à pousser, les vendanges sont arrivées, ils ont fait du vin, puis de l'alcool. Or, le stock de bouteilles vides est devenu tendu. Car si les fabricants ont eu les aides de l'État pour arrêter les productions, ils ont néanmoins continué de vendre leur stock. Dans certains secteurs liés à l'activité de la viticulture, ils vendent même leur stock de fournitures de 2019, donc avant le confinement, au prix de 2021, c'est-à-dire 30% plus cher, du fait de la tension du marché, alors qu'ils avaient bénéficié des aides. Donc, marché tendu, crainte de rupture de stock, alors les vignerons achètent plus de bouteilles que nécessaire pour pallier une éventuelle rupture de stock. Et il y a pénurie.
Donc, ils avaient raison d'acheter plus que de raison, puisqu'il y a maintenant pénurie. Et oui, donc cela devient absurde. D'ailleurs, on retrouve la question sur la dernière fois, sur la perception des situations, des sentiments que nous développons sur la situation et de l'analyse raisonnée ou non que nous en faisons, laquelle nous conduira à prendre des décisions. Exactement, c'est comme pour l'achat du papier hygiénique ou de farine là, au premier confinement, qui a fait que des gens ont eu 6 mois de stock, quand d'autres n'avaient que le minimum ou en manquaient. Ainsi, retenons que se laisser guider par la peur, que ce soit la peur de manquer de bouteilles, de papier hygiénique, ou la peur de rater de la géométrie ou un dessin, et que cette peur vienne de nous ou du discours d'autrui qui représente ou exerce une autorité sur nous, que ce soit à coup de sanctions ou d'incitations extrêmement fortes, eh bien cela ne rend service à personne, sauf à celui qui distille la peur. Car on ne fait grandir sereinement et de façon équilibrée aucun enfant, aucun élève, aucun collaborateur avec une politique éducative ou managériale basée sur la peur. Bien au contraire.